Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va parler de philosophie et plus précisément de la notion de l'art, qui est une notion très importante au programme de philosophie en terminale. Nous allons donc voir tout ce qu'il faut savoir pour faire une bonne dissertation avec cette notion ainsi que quelques citations. L'art se définit tout d'abord comme habilité technique, comme dans artisan, l'art de la guerre, l'art de la médecine, et non au sens de beaux-arts. Avant le XVIIIe siècle, en effet, il n'y avait pas de distinction entre l'artiste et l'artisan. Il faudra donc attendre le XVIIIe siècle pour qu'apparaisse la définition d'art au sens de beaux-arts, que l'on peut définir comme une création qui vise le beau, qui cherche à produire un sentiment esthétique et non pas utile. Il peut également s'agir d'activités humaines qui produisent des œuvres porteuses d'émotions esthétiques, des œuvres donc destinées à la contemplation et au plaisir désintéressé. Il s'agit donc de bien plus que d'un savoir-faire. Oscar Wilde écrivait « Tout art est parfaitement inutile ». Certes, les artistes, comme les artisans, fabriquent des objets d'après un savoir-faire transmis de génération en génération. Mais l'œuvre d'art ne peut pas être consommée puis jetée, car elle ne se réduit pas à sa matérialité. Elle symbolise quelque chose qui n'est pas montré, un sentiment, une réalité, une idée. Tout d'abord, nous pouvons dire que l'art imite ou suit la nature. L'art doit imiter la nature, c'est ce qu'affirme Aristote. Nous prenons plaisir à contempler les images les plus exactes des choses dont la vue nous est pénible dans la réalité, comme des formes d'animaux les plus méprisés et des cadavres. L'imitation, mimésis en grec, d'une réalité même repoussante ou effrayante, apporte un plaisir à l'esprit humain. C'est la fonction de l'art figuratif qui s'efforce de donner l'illusion du réel. Dans l'Antiquité, le peintre Zeuxis imitait si parfaitement les raisins peints sur les murs que les oiseaux, dit-on, venaient se casser le bec sur la peinture. Platon condamne cet art de l'illusion. Si l'art produit de belles apparences trompeuses, il est moralement condamnable et les artistes doivent être chassés de la cité, car ces poètes ne créent que des fantômes et non des choses réelles. Dans la critique de la faculté de juger, Kant voit la nature comme la source de l'art. La nature donne ses règles à l'art, dit-il. Pour lui, l'artiste est un interprète ou un porte-parole de la nature. Mais alors nous sommes en droit de nous demander si l'art a une utilité. Tout d'abord, nous pouvons dire que l'art exprime un message. Les peintures des grottes de Lascaux avaient le pouvoir magique de favoriser la chasse. Les temples grecs ou les cathédrales gothiques devaient glorifier les dieux et soutenir la foi des croyants. Longtemps donc, l'art a eu une fonction religieuse. Il a pu être utilisé également comme un moyen efficace au service d'un message politique. La propagande, par exemple, s'est énormément servie de l'art. La publicité, quant à elle, soumet l'art à une utilité commerciale et véhicule un modèle de société consumériste. Nous pouvons également soutenir la thèse selon laquelle l'art n'a pas d'utilité. Pour Kant, l'art et le beau doivent être désintéressés. Le beau doit être distingué de l'utile. On doit ainsi distinguer beauté libre et beauté adhérente. Admirer une voiture de course pour sa belle ligne, c'est goûter à la beauté libre par un jugement de goût. L'admirer parce qu'elle va vite, c'est admirer sa beauté adhérente par un jugement d'utilité. Le beau doit être aussi distingué de l'agréable. Le beau procure un plaisir formel, donc la présentation esthétique d'un plat par exemple, alors que l'agréable apporte un plaisir matériel, l'odeur appétissante même du plat. Le beau doit être également distingué du vrai, puisqu'il est affaire de goût et qu'il n'y a là ni preuve ni connaissance objective. En effet, l'art n'est pas une science au sens classique du terme. L'art nous détache donc des choses matérielles. Pour Kant, le beau doit être distingué du bon. L'art n'est ni moral ni immoral. Vouloir censurer les fleurs du mal ou Madame Bovary, c'est mépriser cette indépendance et cette liberté formelle de l'art. Néanmoins, son caractère désintéressé en fait une introduction à la morale en nous exerçant à nous détacher des intérêts matériels. Si le beau nous fait goûter à une forme finie et harmonieuse, le sublime nous expose à un phénomène monstrueux qui suscite en nous effroi et admiration. La mer déchaînée, la haute montagne, toutes ces choses-là. Le sublime est, selon Kant, l'expérience esthétique
qui introduit au sentiment religieux de ce qui nous dépasse. Pourtant, l'histoire de l'art conduit à relativiser cette conception, qui fait de l'art gratuit une forme moderne du sacré. Pour Hegel, l'art, à travers son histoire, exprime l'esprit d'un peuple. Pour Marx, il représente des intérêts de classe. Pour Freud, il est l'expression de l'inconscient, des désirs refoulés et sublimés. Cette interprétation de l'art comme expression est rejetée par Bergson et Merleau-Ponty, qui réaffirment la gratuité de l'art. L'art doit être perception brute et pure présence au monde, dégagée de considérations utilitaires. Nous allons maintenant aborder quelques citations de philosophes qui vont vous permettre de valoriser au maximum votre copie de dissertation. La première est une citation de Paul Klee qui dit que l'art ne reproduit pas le visible, il rend visible. Paul Klee suggère donc que l'art ne se contente pas de copier la réalité telle qu'elle est perçue par nos sens, mais au contraire que l'art révèle des aspects de la réalité qui ne sont pas immédiatement visibles. Cela peut comprendre des émotions, des concepts abstraits ou des perspectives nouvelles sur des sujets familiers. Deuxièmement, le beau est toujours bizarre, de Charles Baudelaire. Baudelaire donc souligne que la beauté authentique contient souvent un élément d'étrangeté ou d'inhabituel. Cela va à l'encontre des normes classiques de beauté qui prônent l'harmonie et la perfection, et nous pourrons donc l'utiliser pour critiquer les normes esthétiques. Cette citation peut donc être utilisée pour remettre en question les critères traditionnels de beauté et explorer des conceptions alternatives où l'imperfection et la bizarrerie jouent un grand rôle. Cela peut également être utilisé pour prôner l'esthétique moderne. Donc elle est particulièrement pertinente dans le contexte de l'art moderne et contemporain qui souvent valorise l'innovation, l'étrangeté et l'inattendu. Ensuite, nous avons une citation d'Oscar Wilde. « Tout art est parfaitement inutile ». Wilde affirme donc que l'art ne doit pas être jugé en termes de son utilité pratique. Son but est simplement de fournir une expérience esthétique, émotionnelle ou intellectuelle, indépendamment de toute fonction utilitaire. En dernier lieu, nous avons une citation de Nietzsche « L'art doit avant tout embellir la vie ». Cette idée souligne que l'une des fonctions principales de l'art est d'embellir et d'enrichir notre existence quotidienne, rendant le monde plus agréable et donc plus supportable. Nous pouvons donc effectuer une critique sociale. On peut l'utiliser pour critiquer des formes d'art qui se détachent complètement des préoccupations et des besoins de la société, en insistant sur la responsabilité des artistes d'améliorer la vie humaine. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a aidé à réviser cette notion de philosophie. On se retrouve très prochainement pour une prochaine notion de philo, alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à activer les notifications.